C'est l'un des grands parmi les grands, un petit Français aussi rapide que calculateur, un pilote hors pair au palmarès des plus étoffés, j'ai nommé Alain Prost. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Un œil dans le rétro, consacré aujourd'hui à la légende française Alain Prost. Depuis tout petit, Alain Prost nage dans sa passion des sports mécaniques. C'est par le biais de son frère que son amour pour l'automobile éclot pour lui. Il doit en vivre. Mais vivre de sa passion est risqué et surtout onéreux. Ses multiples économies en tout genre lui feront acheter son premier kart, véritable passerelle pour accéder aux échelons supérieurs. Mais avant même de débuter en compétition, il faut attraper le virus. C'est à 14 ans, alors qu'il est en vacances à Antibes avec ses parents, que le jeune Alain découvre pour la première fois la sensation de conduite. La révélation est telle que malgré un bras dans le plâtre, il remporte la course. À partir de 1972 et durant 4 années, Prost monte en puissance avec le karting, remportant les titres de France et d'Europe junior en 1973, puis le titre de champion de France senior l'année suivante. En 1975, il décide de s'inscrire à l'école de pilotage Winfield Elf pour y décrocher le fameux volant Elf et la bourse qui l'accompagne. Problème, son service militaire l'empêche de vivre pleinement sa passion à moins que... Déjà malin et réfléchi, il n'hésita pas une seconde à accepter un poste de secrétaire, lui qui n'avait jusque-là jamais tapé à la machine. Avec davantage de permission, Prost continue de progresser et accroche bien évidemment le prix qu'il convoitait tant. Vient pour lui le moment d'évoluer en monoplace, à commencer par la Formule Renault France, qu'il dominera comme jamais en remportant 12 courses sur les 13 que comptait le calendrier. Un an plus tard, le voici auréolé de la couronne de champion d'Europe de F3, tout en commençant à toucher à la Formule 2. Champion de France de F3 en 78 et 79, il se fera surtout remarquer par sa victoire au Grand Prix de Monaco, le plus relevé de tous. Cet exploit ne passe pas inaperçu auprès des écuries les plus élevées dans la hiérarchie, à commencer par McLaren F1. Certes, le style de pilotage du français n'est pas très expressif et paraît même lent, mais lorsque l'on se penche sur les chronos, les temps sont toujours meilleurs. Le mythe du professeur venait de naître. Son passage en F2 paraît inévitable, mais pour lui, pas question de perdre une année en formule de promotion, c'est la F1 ou rien. Son rêve est en passe d'être réalisé fin 1979 avec une première approche de Shadow puis de McLaren. Teddy Mayer lui propose même de disputer la dernière course de l'année à Long Beach, ce que Prost refuse. Si ce choix étonne, ses raisons sont on ne peut plus claires. Il ne veut pas griller les étapes. Pour lui, c'est un test ou rien. McLaren décide de le confronter à l'américain Kevin Kogan pour savoir qui pilotera la seconde M29 aux côtés de Watson. Duel remporté pour le français, la machine est à lui. Bienvenue en Formule 1, monsieur Prost. Les monoplaces à effet de sol sont extrêmement pointues à piloter, mais le petit Français aux cheveux bouclés n'a pas froid aux yeux, et c'est avec une certaine assurance qu'il entame sa longue aventure F1. D'emblée, les performances sont présentes. Pour ses 2 premiers Grands Prix, Prost rentre 2 fois dans les points, dominant plus que largement le vétéran Watson. Mais à Kyalami, un premier déboire mécanique le contraint à rester au stand 6 longues semaines, poignet cassé. À Monaco, il ne peut éviter le carambolage provoqué par la Tyrrell de Daly dès le départ, et lorsque ce ne sont pas des accidents involontaires qui le freinent, la mécanique s'occupe de le titiller. Il ne marquera que quelques points supplémentaires à Brands Hatch et Zandvoort, lui valant la place de numéro 1 de l'équipe. C'est même lui qui sera chargé de l'entrée en compétition de la M30, une catastrophe. À Watkins Glen, une nouvelle rupture de suspension et une roue arrière dans la tête le blessent à nouveau. Malgré une promesse de résultats rapides, le Français a fait son choix. Exit les Anglais de McLaren, retour dans sa mère patrie avec Renault Elf. Associé au téméraire René Arnoux, l'association s'annonce tendue. Pour ne rien arranger, la RE20B est toujours en proie à de gros problèmes de fiabilité, notamment au niveau du turbo. Ce sont pourtant 2 accrochages qui le contraignent à l'abandon en ouverture de saison, mais à Buenos Aires, le déclic arrive enfin. Après s'être qualifié 2e, le jeune Français grimpe sur son premier podium le lendemain en arrachant la 3e place finale, le premier d'une très longue série. Mais la monoplace jaune et blanche est inconstante et les pépins mécaniques redoublent. Il faudra attendre l'arrivée et la mise au point de la nouvelle RE30 pour que les choses changent, et pas qu'un peu. Sur le tracé de Dijon-Prénois, il passe de la 3e à la 1re place pour signer sa première victoire en carrière au terme d'une course coupée en 2 par la météo. Personne ne s'en doutait, mais un nouveau talent venait d'éclore. Tout proche de rééditer l'exploit à Silverstone avant la casse de son moteur, il se hisse pour la première fois en haut de la feuille des temps à Hockenheim, avant de s'incliner le lendemain face à Piquet. De nouveau contraint de mettre pied à terre en Autriche alors qu'il menait, Prost ressurgit sur le devant de la scène à Zandvoort et Monza, remportant coup sur coup les 2 épreuves. Mathématiquement, le titre est toujours possible, mais au Canada, c'est un Mansell brouillon en slick et sous la pluie qui vient éliminer ses dernières chances de sacre. 2e pour la dernière de l'année à Las Vegas, Prost s'affirme comme le leader de l'équipe Renault, ce qui n'est pas pour plaire à son équipier.
1982 reste une année étonnante pour le tricolore. Si la RE30B s'affirme comme la machine à battre en début de saison avec 2 succès en 2 meetings pour Prost, la descente dans la hiérarchie sera des plus cruelles. Accident à Long Beach, casse moteur à Imola, sortie de piste à Zolder alors qu'il partait de la pole, les mauvais coups s'enchaînent. Tout semble aller mieux à Monaco avec une solide course en tête, mais à 3 tours du but, et alors que la pluie s'abat désormais violemment, la Renault s'encastre dans les rails après la chicane du port. Sonné par le choc, Prost perd ici une belle opportunité de s'échapper au championnat. Malgré ses déboires, le Français caracole toujours en tête du championnat, mais les résultats sont loin de ses espérances. Toujours pas de chance à Détroit, touché cette fois-ci par des problèmes d'allumage, alors qu'à Montréal et à la Zandvoort, c'est le V6 Renault qui le trahit. Rien n'est perdu pour autant dans cette folle saison 82, même si les récents décès de Villeneuve et Paletti ont quelque peu chamboulé l'ambiance du paddock. Une ambiance qui n'est pas au beau fixe chez Renault non plus, notamment en France pour le Grand Prix du Castellet. Sur leur terre, les Français réalisent un quadruplé Arnoux, Prost, Pironi, Tempé. Pourtant, cet exploit reste en travers de la gorge de Prost, lui qui pensait que l'autre pilote Renault le laisserait passer en vue du championnat, comme ils en avaient discuté avant le départ. La fin de saison ne sera guère plus brillante. Toujours embêté par des soucis d'alimentation en essence, Prost ne peut jouer le titre jusqu'au bout et s'incline en 4ème place du championnat, à 10 points de Rosberg et de son unique victoire. Sans l'accident de Monaco et avec des consignes respectées au Paul Ricard, le sacre lui était promis. 1983 sera de la même trempe. Désormais séparé d'Arnoux, Prost a désormais toutes les chances d'inscrire son nom au palmarès des champions de la discipline. Mais en cette même année, Piquet et sa Brabham BMW répondent présents. Les 2 premiers Grands Prix sont cauchemardesques, mais la nouvelle RE40 se perfectionne vite et au Castellet, son plein potentiel est démontré. Lors des qualifications, le Français atomise la concurrence, reléguant son équipier Cheever, pourtant 2ème sur la grille, à presque 2 secondes et demie sur un tour. Sa victoire ne fait aucun doute le début d'une belle moisson de points. 2ème à Imola, 3ème à Monaco, puis vainqueur à Spa-Francorchamps pour le grand retour de la F1 dans les Ardennes, voilà de quoi largement le propulser en tête du classement pilote. Après un coup de moins bon à Détroit, il retrouve le devant de la scène en raflant 2 nouveaux trophées de vainqueur, l'un à Silverstone, l'autre sur l'Österreichring. À 4 meetings du but, son avance se porte à 14 points sur son principal rival, Nelson Piquet. Malgré sa position de force, l'ambiance paraît de plus en plus tendue chez Renault, à tel point que l'avenir semble se dessiner en pointillé pour le Français. À Zandvoort, le professeur commet l'une de ses rares erreurs en accrochant la Brabham BMW de son principal adversaire brésilien, conduisant à l'abandon des 2 hommes. Pire encore, son V6 turbo viendra à casser à Monza, réduisant l'écart à seulement 2 unités face à un René Arnoux plus en forme que jamais. Ils sont 3 hommes à se disputer la couronne jusqu'au bout, mais avec la victoire de Piquet à Brands Hatch pour le Grand Prix d'Europe, tout est redistribué. Le Français n'est clairement plus à l'aise avec sa voiture et n'est surtout pas confiant à l'abord de l'ultime manche à Kyalami. Son mauvais présage ne lui donnera pas tort. En Afrique du Sud, sa RE40 le lâche à mi-course, comme il s'y attendait. Piquet sécurise alors la 3ème place pour coiffer au poteau le pilote Renault. Quelques semaines plus tard, Prost annonce son départ pour McLaren, ce qui ne semble étonner personne. Dans le même temps, Brabham avoue avoir triché avec son carburant, mais reste impuni, comme si tout allait à l'encontre d'Alain. Ne reste plus qu'à retrouver la motivation. Et en 1984, la motivation s'appelle Tag Porsche. En effet, le motoriste allemand s'est décidé à essayer la Formule 1, et quoi de mieux que de s'associer à McLaren, une équipe déjà historique avec un duo de pilotes exceptionnel, Prost et Lauda. Les 2 hommes sont de vraies machines, des vrais génies du volant, aussi fins régleurs que tacticiens de renom. Ron Dennis le sait, son équipe apparaît comme la meilleure malgré la grosse inconnue sur les performances moteurs. Mais ce qui inquiète surtout, c'est cette fameuse interdiction des ravitaillements en essence. Gare à la panne sèche en fin d'épreuve. Mais après le premier Grand Prix, tout doute est balayé. Prost, qui a pourtant manqué son envol, remonte facilement le peloton pour s'adjuger sa 10ème victoire en carrière, la première pour le bloc allemand. Rapidement, les McLaren occupent le devant de la scène et deviennent des armes presque infaillibles. Après une seconde place à Kyalami derrière son équipier et un abandon à Zolder sur problème de distribution, le Français renoue avec la première place à Imola, puis à Monaco, dans une course rentrée dans la légende. Ce jour-là, la pluie tombe très fort sur la principauté, et malgré son statut de leader, Prost s'inquiète pour la sécurité et demande l'arrêt de la course. X, alors directeur de course, écoute le Français et fait stopper l'épreuve au 32e tour, soit moins de 75% de la distance totale. Mais derrière le Français, 2 hommes revenaient comme des boulets de canon avant que tout ne soit interrompu. Ayrton Senna et Stefan Bellof, 2 pilotes au destin tragique. Au vu de la distance parcourue, seule la moitié des points est attribuée, un compte qui pèsera lourd en fin de saison. Après avoir pris la 3ème place à Montréal et la 4ème à Détroit, le vice-champion 1983 caracole en tête du championnat devant Lauda, mais en deuxième partie de saison, les ennuis s'enchaînent. Accident à Dallas, boîte de vitesse cassée à Brands Hatch, sortie de piste sur l'Österreichring ou encore casse moteur à Monza, cela coûte très cher.
Au bout du compte, et même si 4 nouveaux succès s'ajoutent à son palmarès portant son total à 7 sur une saison, égalant alors le record de Clark, Prost doit encore s'incliner au championnat face à Lauda pour un demi-point. Jamais l'écart n'aura été aussi faible entre le champion et son dauphin au championnat. Certes, la défaite est dure à encaisser, mais le Français sait qu'elle forgera son envie de triompher, qui finira par venir un jour ou l'autre. En 1985, on prend les mêmes et on recommence. Cette fois-ci, la machine est fiabilisée, et ce, malgré la montée en puissance des Lotus et des Williams. Pourtant, son entame de saison était loin d'être parfaite. S'il s'impose pour l'ouverture au Brésil, il sort de piste sous la pluie à Estoril avant de connaître un terrible coup du sort à Imola, où, bien que premier à passer la ligne d'arrivée, il finit par être disqualifié pour poids non conforme. La monoplace rouge et blanche semble perdre son statut de favori, perturbée par les progrès constants de la concurrence. Après avoir été relégué au 3e rang du classement derrière Alboreto et De Angelis à mi-saison, le pilote français reprend les choses en main et grappille de précieux points en terminant presque à tous les coups sur le podium. À Brundage pour le Grand Prix d'Europe, c'est enfin la délivrance. À 30 ans, Alain Prost remporte le championnat du monde de Formule 1, le seul Français l'ayant réussi à ce jour. Même s'il n'est pas spectaculaire en piste, le pilote McLaren est un fin stratège qui sait toujours saisir toutes les opportunités de scorer tout en commettant le moins de gaffes possible. Prost est sur le toit du monde et ce n'est que le début. En 1986, alors que Lauda a pris sa retraite et que Rosberg le rejoint à Woking, ce sont les Williams-Honda qui se démarquent. Piquet et Mansell sont indiscutablement les deux acteurs principaux de cette saison, enfin presque. Pendant que les deux équipiers ennemis de chez Ditko se chamaillent, Prost en profite pour accumuler de précieux points. Seulement 2 victoires en 9 courses, mais une constance incroyable ponctuée par 7 podiums, de quoi lui faire espérer un possible second titre, enfin seulement si tout lui sourit. À Hockenheim, une panne d'essence dans le dernier virage l'oblige à pousser sa voiture jusqu'à la ligne d'arrivée, le faisant chuter de la 3e à la 6e place. Il avait pourtant eu un peu plus de chance à Imola en passant sous le drapeau à damier en tête, mais moteur coupé, réservoir vidé. Cette course à la consommation n'est donc pas forcément aisée, même pour un homme très réfléchi comme Prost. Mais après un accrochage avec Arnoux à Budapest et une disqualification à Monza pour utilisation interdite de son mulet, les choses se complexifient. Par chance, 2 deuxièmes places viendront sauver l'honneur à Estoril et à Mexico. Rien n'est perdu, mais sans un réel coup de chance, sa mission s'annonce impossible. Dans les rues d'Adélaïde, ils sont 3 à pouvoir espérer glaner la couronne. Mansell, Piquet et Prost. L'usure des pneus sera la clé et le Français en sait quelque chose. En décidant de s'arrêter aussi tardivement que possible, les pilotes Williams prennent de gros risques. De son côté, le pilote McLaren, pensant d'ailleurs être touché par une crevaison, choisit de s'arrêter espérant profiter de ses balles neuves pour fondre sur ses adversaires et les coiffer au poteau. La stratégie Williams sera la bonne jusqu'au 64e tour. À ce moment précis, le pneu arrière gauche de Mansell éclate. C'est la panique chez les jaunes, bleus et blancs qui rappellent en hâte leur voiture rescapée. Prost profite de cette course pour prendre la tête et s'imposer, raflant par la même occasion un titre qui ne lui semblait pas vraiment prédestiné. C'est d'ailleurs le premier pilote à remporter 2 fois de suite le titre depuis Brabham en 60, une éternité. Mais si 1986 est sauvé in extremis, 1987 sera d'une autre trempe. Le moteur Porsche n'est plus au niveau, la monoplace rouge et blanche non plus. Bien qu'il ait remporté 2 des 3 premières courses, le récent double champion du monde se fait rapidement dépasser par les Williams et la Lotus de Senna, toutes motorisées par Honda, le Graal à cette époque précise. Sa stratégie d'épicier ne sera pas récompensée et au bout d'une saison terme, uniquement marquée par l'obtention du record de victoire en Grand Prix, Prost converge tous ses efforts vers 1988, année charnière dans la carrière du pilote français. Car en 1988, le meilleur équipage de l'histoire est composé. Prost, Senna, Murray, McLaren MP44, V6 Turbo, Honda. Le duel s'annonce majestueux alors même que la saison n'a pas commencé, et pour cause, la nouvelle monoplace anglaise a de quoi faire tourner les yeux. Les résultats ne seront qu'une confirmation des hypothèses de l'intersaison. Pour Prost, retrouver une voiture gagnante est une réussite, mais face à un adversaire aussi coriace que Senna, dur de faire la différence. Avec un style de pilotage très différent mais une volonté de bien faire indéfectible, les deux hommes vont proposer un spectacle homérique lors des 3 prochaines saisons. Dès l'entame du championnat, tout est clair. McLaren est et sera sûrement intouchable. Pourtant, c'est bien cette voiture qui fit défaut à Senna pour sa manche à domicile, alors que son équipier français s'impose. 1-0. S'il s'incline pour 2 petites secondes à Imola, Prost prend sa vengeance sur 1982 à Monaco, profitant de l'accident de Senna pourtant solide leader pour s'imposer en principauté avant de doubler la mise à Mexico lors de la manche suivante. 3-1. L'ambiance est encore bonne chez McLaren, mais la méfiance entre les deux pilotes commence à s'installer. Les grands prix se suivent et finissent toujours par se ressembler. Les MP44 ne font que ridiculiser la concurrence et finissent toujours par glaner, et avec la manière, un doublé sans forcer. Ron Dennis imagine même le parfait scénario où son écurie pourrait tout rafler. Mais qui dit razzia totale dit championnat à suspense.
Alors que la saison comporte 16 courses, seuls les 11 meilleurs résultats sont retenus. Celui qui remportera le plus de victoires sera alors quasi assuré du titre, à condition que nulle autre écurie ne vienne déranger leur plan. Après avoir remporté son 4e succès de l'année au Castellet, Prost prend une décision étonnante à Silverstone en s'arrêtant volontairement, jugeant que les conditions météorologiques, désastreuses il faut dire, ne permettaient pas de rouler en sécurité. Ce choix amènera un déferlement de critiques sur le français, lui qui mène toujours le championnat à mi-saison. Jusque-là, personne n'a réussi à défaire les Anglaises de la plus haute marche du podium, et sans un coup du destin, les vaincre sera sûrement impossible. Durant la deuxième moitié de l'été, la situation change au sein de l'écurie de Woking. Senna prend l'ascendant sur le double champion du monde qui réalise la phase de 4 en triomphant aussi bien à Silverstone, Hockenheim, Budapest et Spa-Francorchamps. Prost, bien que second à plusieurs reprises, admet avoir baissé les bras devant le retour triomphal de son équipier, désormais devant avec 4 à 7. À Monza, rien ne s'arrange avec un problème moteur le contraignant à l'abandon. Seul point positif pour le français, Senna n'accroît pas son avance, victime d'un accrochage avec Schlesser. McLaren ne fera pas le grand chelem, mais peu importe, l'un des deux pilotes finira par être sacré. En Espagne et au Portugal, Prost reprend confiance et s'impose à 2 reprises, mais il sait pertinemment que battre le Brésilien ne sera pas aisé. À Suzuka, maison mère du motoriste Honda, l'opportunité de recoller au classement est bien réelle. Suite à un départ complètement raté, Senna passe de la première à la 14e place, une aubaine pour le français qui peut dès lors caracoler en tête. C'était sans compter sur une fougue sans faille de son principal adversaire, revenu comme un boulet de canon sur lui avant de le dépasser et de filer vers le titre. Cette fois-ci, Prost ne peut plus rien faire et doit s'incliner. Avec 9 succès, Ayrton Senna accroche son premier championnat du monde, même si au total des points, il pointe à 9 unités derrière son ennemi. Ah, les réglementations en Formule 1. Le professeur s'est bien battu, mais la jeunesse a triomphé. Reste à remettre les choses en place en 1989, année de la terreur. Cette saison 1988 restera dans les annales, mais 1989 la surpasse. Non pas sur le plan sportif, mais sur l'animosité générale entre les deux hommes. À l'aube de cette nouvelle campagne, les deux pilotes ont tous les deux le même objectif, le titre, et tout sera permis. Imola sera le premier tournant de la relation avec Senna. Alors que les deux pilotes avaient conclu un gentleman agreement pour éviter tout accroc au départ, le Brésilien fait tout sauter dès le départ en attaquant Prost. L'ambiance devient de plus en plus morose chez McLaren, d'autant plus que le Français attaque publiquement son équipe et son motoriste, estimant que sa voiture et son moteur ne seraient pas identiques à ceux de Senna, ce que ne démentent pas officiellement certaines personnes. Les deux champions finissent par se bouder et se détester, au point que le développement de la voiture ralentit. Pour Prost, l'heure du changement d'atmosphère commence à se faire sentir, mais avant d'envisager l'avenir, priorité est faite à la bataille avec son équipier. Absent de la plus haute marche du podium lors des 4 premières manches, le double champion du monde retrouve les sommets avec 3 victoires en 4 meetings, à Phoenix, au Castellet et à Silverstone. À mi-saison, Prost domine largement avec 20 points d'avance sur l'autre pilote McLaren, mais les histoires qui secouent le team anglais commencent à peser lourd sur sa volonté de continuer. Le coup de massue arrive durant l'été avec l'annonce de Ron Dennis du recrutement de Berger pour épauler Senna à compter de 1990. Bien qu'attendu, le départ du français précipite le marché des transferts. Une seule opportunité réelle semble s'offrir à lui, la Scuderia Ferrari. Le challenge pourrait être intéressant. Est-ce qu'un homme comme lui, calculateur réfléchi et droit dans ses bottes, pourrait relever une écurie historique en mal de titre depuis presque une décennie? C'est à Monza que l'annonce officielle tombe. Le professeur rejoindra donc Maranello à compter de 1990 pour 1 voire 2 années ou plus si affinité et résultats. À Estoril, le français profite de la bévue de son futur équipier moustachu pour voler de précieux points à Senna et s'approcher au plus près d'un 3e sacre historique. Il lui faudra pourtant attendre Suzuka pour le toucher du doigt lors d'une course rocambolesque. Alors qu'il menait à quelques tours du but, Senna tente une attaque quasi suicidaire à la chicane finale. Alors que la McLaren au casque jaune plonge à l'intérieur, Prost prend le virage normalement. Les deux monoplaces s'accrochent. La scène est surréaliste. Le français sort de sa monture persuadé d'avoir bien agi. De son côté, Senna demande à repartir avec l'aide des commissaires et bien qu'il finisse par passer la ligne d'arrivée en premier, il sera disqualifié pour court-circuitage, utilisation d'une zone hors piste pour dépasser et aide extérieure. De ce fait, Prost hérite d'un 3e sacre mondial, le plus douloureux pour lui. Personne ne semble satisfait de ce résultat chez McLaren, pas même le patron Ron Dennis qui annonce faire appel de la décision de la FIA concernant Senna. Totalement désabusé et décontenancé par la situation, le français claque la porte du team anglais avant la dernière manche de l'année, à Adélaïde. Désormais, une grosse mission l'attend de l'autre côté des Alpes. Ferrari, une équipe qui aura fait rêver bon nombre de pilotes mais sans vraiment de réussite. En 1990, la Scuderia compte sur une paire de pilotes de très haut niveau, bien que très différents. Aux côtés du calme et bosseur Prost se trouve le plus grand gaffeur de la Formule 1, le charmant, rapide et parfois trop agressif Nigel Mansell. La 641 est une très bonne voiture et en peu de temps,
la voici déjà capable de matcher avec les McLaren et les Williams. Il ne faudra d'ailleurs pas attendre longtemps pour revoir le Français au sommet de son art, puisqu'au Brésil, fief de son plus grand rival, c'est lui qui décroche la timbale. Si la McLaren semble encore un cran au-dessus, les Italiens ne ménagent pas leur effort et Prost travaille sans interruption pour développer une nouvelle machine, la 641-2. Les premiers Grands Prix ne sont pas exceptionnels, mais à partir de Mexique, les rôles semblent s'inverser. C'est d'ailleurs ici même que le professeur accrochera sans doute son plus beau succès en Formule 1. Seulement 13e sur la grille, le Français part pourtant très confiant et sûr de lui. Les points sont inscrits le dimanche, alors à quoi bon s'entêter de travailler sur un tour lorsqu'il y en a 69 à parcourir? Avec des réglages précis et bien mesurés, le Français fait des merveilles et au fur et à mesure que les tours s'égrènent, la Ferrari remonte dans le classement. Après un formidable dépassement sur Mansell et grâce à la crevaison de Senna, Prost vole le leadership pour s'imposer avec la manière. Tout est à présent relancé avec 2 nouveaux succès consécutifs, l'un en France, le 100e pour la Scuderia, l'autre à Silverstone. Pour la première fois de l'année, la tête du championnat change de nom. La féroce lutte de 1989 peut enfin reprendre. Sur la piste comme en dehors, Prost et Senna restent de grands adversaires, mais les querelles politiques à presse interposée commencent à peser sur le moral des troupes, aussi bien chez les Italiens que chez les Anglais. À Hockenheim, le triple champion doit se satisfaire de la 4e place finale, alors que sur le Hungaroring, c'est un abandon qui l'attend suite à une panne de transmission. À Spa-Francorchamps, le professeur se voit volontairement gêné par Berger, l'équipier de Senna, au moment du départ, une action bien étudiée chez McLaren puisque le Français échoue à seulement 3 secondes de son éternel rival. Si le Brésilien semble prendre un certain avantage comptable, le pilote français ne baisse pas les bras. À Monza, le scénario se répète et les chances de Prost diminuent dangereusement. Fait intéressant, à l'issue du Grand Prix, lors d'une interview d'après-course, les 2 grands ennemis se serrent la main en public comme pour se pardonner mutuellement, mais la méfiance guette toujours. À Estoril, c'est Mansell qui l'emporte, rappelant très nettement à la Scuderia que malgré son âge et ses multiples bévues, le succès lui est encore promis. Malheureusement pour lui, sa place est déjà prise pour 1991. Ce sera Jean Alesi qui épaulera Prost pour un duo 100% français, comme au début des années 80 avec Pironi, Tambay et Tambay-Arnoux. Mais le professeur n'est pas vraiment d'humeur à fêter la victoire du moustachu, lui qui l'a involontairement tassé dès le départ, laissant s'infiltrer les 2 McLaren. À Jerez, la 641-2 se comporte de la meilleure des manières et Prost retrouve le chemin de la victoire, mais à 2 courses du but, difficile d'imaginer rattraper Senna. Une fois encore, c'est Suzuka qui sera le juge de paix pour cette saison 1990. Si la Ferrari s'est bien battue, la McLaren est incontestablement la meilleure machine du plateau. Les 2 hommes se retrouvent sur la première ligne et à l'extinction des feux, la machine rouge prend les commandes. Mais au moment de rentrer dans le premier gros freinage, la McLaren déboule tel un boulet de canon et percute la Ferrari plein fouet. Les 2 pilotes s'échouent dans le bac à gravier dans un nuage de poussière. Avec ce double abandon, Senna devient double champion du monde, mais après l'euphorie, l'heure du constat s'impose. Les images sont claires, le poliste a clairement sorti volontairement son adversaire, comme un remake de l'année passée. Le restant d'amitié entre les 2 champions venait de voler en éclats. La presse et la fédération ne font qu'enfoncer le clou. Le geste est certes prémédité, mais pour cela, Senna ne sera jamais sanctionné. Prost est touché au plus profond de lui, conscient qu'il vient de perdre de la manière la plus irrespectueuse qui soit, impuni de plus. Le champion français espère un rebond en 91 pour oublier cette satanée année. Il n'en sera rien. La nouvelle 643 n'est pas aussi performante que sa devancière, et même les Williams Renault prennent l'avantage sur les rouges. Malgré plusieurs podiums à son actif, Prost ne gagnera pas une première depuis 1980. À Imola, il subit même l'affront d'un non-départ après être sorti de piste sous la pluie lors du Tour de chauffe. Une erreur à ne surtout pas commettre devant les tifosi. Les tensions entre la Scuderia et le Français ne cessent d'augmenter et le pré-contrat signé pour 1992 finit par être déchiré. Prost ne veut plus de cette atmosphère toxique. Tout sera fait pour le mettre à la porte en fin d'année. La carrière du petit Français semble s'écrire en pointillés. La rumeur l'envoyant chez Ligier s'amplifie, mais pour l'heure, aucune raison de rejoindre les Bleus. Alors que son rival brésilien égalise avec un 3e championnat, Prost décide de prendre une année sabbatique en espérant mieux rebondir. Après une saison 1992 passée derrière le micro TF1 à commenter les Grands Prix, le professeur fait son comeback à 38 ans chez Williams, l'équipe championne en titre avec Mansell. Le moustachu n'est pourtant plus de la partie et c'est un jeune homme au nom déjà connu qui s'aligne aux côtés du français, un certain Damon Hill. Après avoir dominé avec sa FW14B, l'écurie de Ditko présente la FW15C, un véritable ordinateur sur roue. Cette monoplace est sûrement la plus aboutie de l'histoire concernant la technologie embarquée, un Airbus selon Prost. Dès son entrée en jeu, le pilote et sa machine reprennent les devants. Victoire à Calami, à Imola et Barcelone, de quoi redonner très vite confiance même si son accident sous la pluie à Interlagos lui coûte quelques points. Mais le retour du français dans les paddocks ne fait pas que des heureux, à commencer par la FISA, désormais gouvernée par Mosley.
Les querelles politiques reprennent, ce qui finira évidemment par énerver Prost, las d'être malmené par une fédération pas toujours en accord avec ses principes. Sur le plan sportif, en revanche, le succès est au rendez-vous. Les bons résultats sont de coutume et un 4e titre semble se dessiner très rapidement. Face à lui, la concurrence paraît quelque peu maigrichonne. Il prend encore ses marques, Senna n'a pas une monoplace performante, Alesi ne peut rien faire d'une Ferrari catastrophique, ne reste que le petit nouveau Schumacher, déjà croisé en 1991 pour les dernières manches de l'année. Victorieux à Montréal, Magny-Cours, Silverstone et Hockenheim, Prost fait un grand pas vers le Graal, mais surtout, il porte son total de victoires à 51, un record qui ne sera battu qu'en 2001 par Schumacher. À Estoril, c'est la délivrance. Alain Prost arrache un 4e championnat, sûrement son plus simple à décrocher. Mais malgré le succès, la passion du pilotage n'est plus, ou du moins, elle est désormais éclipsée par la politique, devenue reine dans les années 90 en Formule 1. Le quadruple champion du monde se retire sur une 2e place en Australie, juste derrière Senna. Les deux hommes se congratulent sur le podium, s'échangeant des poignées de main, montant de concert sur la plus haute marche. Les tensions du passé sont effacées. La paix entre deux géants de la discipline a été retrouvée, la fin d'un sacré chapitre de l'histoire. Mais Prost ne compte pas s'éloigner de sitôt, car au fond de sa tête germe une idée, monter sa propre équipe. En attendant de mettre sur pied une grande structure, le Français retrouve un poste de commentateur sur TF1, là où il entendra ces mots de la voix de son ami Senna, « Tu me manques, Alain ». Quelques minutes plus tard, le Brésilien se tuait à Imola. Triste destin. C'est un véritable choc pour la Formule 1 et surtout pour Prost. Ce douloureux passage n'ébranlera cependant pas son envie de gérer son team. C'est ainsi qu'en 1997, après 2 ans passés chez McLaren en qualité de consultant, le team Ligier devient Prost Grand Prix. La première année est pleine de surprises et son pilote fétiche, Olivier Panis, grimpe sur le podium à 2 reprises. Il figurera même quelque temps au 3e rang du championnat avant de connaître un sérieux accident à Montréal. La suite de l'histoire sera bien moins glorieuse. Après avoir signé avec Peugeot pour une équipe 100% tricolore, Prost venait de sceller son sort. Jamais les machines bleues ne seront performantes, et il ne faudra compter que sur la chance pour voir Trulli grimper sur la 2e marche du podium au Nürburgring en 99. Les résultats deviennent de plus en plus catastrophiques, les opportunités inexistantes. Après le départ de Panis puis d'Alesi, l'équipe sombre en 2001, non sans être passée proche de la catastrophe avec les 2 gros crashs de Bertie à Hockenheim et à Spa-Francorchamps. Le nom de Prost disparaissait alors, pour de bon, de la Formule 1. Enfin, presque. Le petit Français aux cheveux bouclés ne s'en est jamais vraiment éloigné. Il faut dire qu'avec un tel palmarès fait de 4 titres mondiaux, de 51 victoires, 33 pole positions, 106 podiums et 41 meilleurs tours en 199 départs, l'homme est une légende. À la fin des années 2010, il se rapproche du team Renault qui deviendra Alpine pour devenir directeur non exécutif jusqu'en 2022. Avant cela, Prost s'est essayé à la conduite sur glace au trophée Andros, remportant par 3 fois ce championnat en 2007, 2008 et 2012. En 2014, il décide de s'associer avec Jean-Paul Driot pour monter la structure Idams en Formula I, une aventure couronnée de succès jusqu'en 2018. Alain Prost demeure encore aujourd'hui comme l'un des meilleurs de tous les temps, un pilote au style certes peu spectaculaire mais à l'intelligence démesurée. C'est l'une dantesque face à Piquet, Mansell et Senna auront marqué la Formule 1 de leur empreinte et bien que les querelles politiques lui aient causé de nombreux torts, le pilote français s'est toujours accroché à son rêve de dominer le monde, ce qu'il aura réalisé à 4 reprises. Si la carrière d'Alain Prost devait se résumer en quelques chiffres, nous pourrions dire qu'en 199 Grands Prix sur 202 engagements, il aura récolté 51 victoires, 106 podiums, 33 pole positions, 41 meilleurs tours, mais surtout, il aura décroché 4 fois le titre de champion du monde de Formule 1 en 1985, 1986, 1989 et 1993. Pour en savoir davantage sur toute l'histoire de la Formule 1, rendez-vous sur le site internet Un œil dans le rétro 1.wixsite.com/un œil dans le rétro, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau coup d'œil dans le rétro.